Bonjour, bonjour à tous et toutes. On attend encore quelques instants pour commencer, qu'il y ait un peu plus de participants, mais ça va arriver. Avec l'expérience des précédents webinaires, on voit que les gens prennent le train en route. Je vais peut-être juste introduire le projet renversé. Donc moi je m'appelle Florie Delcourt, je travaille pour la coopérative Toerana Habitat, qui est une coopérative d'entrepreneurs en région Hauts-de-France, axée éco-construction et éco-rénovation, et on est l'un des 9 opérateurs du projet renversé. Le projet renversé, c'est la suite d'un premier projet européen qui s'appelait FAIR et qui était dédié à la rénovation efficiente. Donc c'est le prolongement de ce projet. Et le projet renversé, c'est un projet de 4 ans qui est financé par l'Union européenne et la région wallonne et qui porte de manière très, très générale sur la montée en compétences des professionnels, sur les questions de réemploi, de matériaux géo et biosourcés et d'économie circulaire et de rénovation efficiente. Le webinaire qui vous est proposé aujourd'hui, il est proposé par Toerana Habitat et le cluster éco-construction qui est absent aujourd'hui pour cause de congé, et c'est Nadine Zanoni qui est de l'espace environnement qui prend le relais pour l'animation de ce webinaire. Merci à toi Nadine. Tu peux passer à la slide suivante. Voilà, vous retrouvez les financements et les partenaires et les références. Pour vous dire qu'en 2024, on avait proposé un premier cycle de webinaires sur les questions de réemploi. Vous retrouvez les replays sur le site renversé.eu, et c'est le même cas pour le cycle de webinaires dédié à la terre crue, dont aujourd'hui c'est le troisième webinaire et c'est le webinaire de clôture qui porte sur la terre crue dans les bâtiments publics, retour et levier de développement. On, on se donne 1 heure d'échange, enfin 1 heure d'intervention avec nos 4 intervenants que Nadine va présenter. Et je vous invite pendant le webinaire, parce que les participants, vous n'avez pas accès à vos micros actifs. Du coup, on vous invite à poser vos questions dans le chat, dans l'onglet conversation ou questions et réponses. Et on adressera ces questions aux intervenants en fin de webinaire. Pour vous indiquer aussi qu'il y a Judith qui est présente aujourd'hui, qui assure la synthèse graphique de l'ensemble des échanges de nos 4 intervenants. Elle interviendra en clôture du webinaire pour nous présenter la fresque qu'elle va dessiner en direct. Et je pense que Nadine, je peux te laisser la parole, ou j'ai oublié quelque chose? Oui, non, c'est bon. Très bien. Voilà, toi Nadine. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce troisième et donc dernier webinaire de notre cycle sur la terre crue en construction. Donc, comme l'a dit Florie, le thème, c'est les freins rencontrés et les leviers adoptés pour l'intégration de la terre crue dans les projets publics. On va aborder le sujet à travers 4 interventions qui vont apporter chacune un angle de vue complémentaire sur la thématique. On aura un bureau d'études spécialisé dans la terre crue qui posera le contexte, une architecte active dans le secteur du bois terre-paille qui offrira un regard pratique et de terrain, un ingénieur architecte qui apportera une lecture plus structurelle et réglementaire du sujet, et enfin un fabricant de matériaux qui passera en vue la production et les enjeux industriels. Donc ces profils variés, on espère vraiment que ça va nous apporter un regard croisé pour avoir une compréhension plus riche de cette thématique. Donc on va commencer avec Andreas Crevette, selon qu'on est wallon ou français. Donc Andreas est ingénieur civil architecte, il capitalise plus de 20 ans d'expérience dans tous les domaines de la construction en terre. Et de l'identification à la reconnaissance des terres, la formulation de produits, mais aussi dans la mise en œuvre, le conseil, la formation sur différentes techniques et systèmes constructifs en terre. Andreas a créé le bureau d'études Terre Énergie Conseil en 2018 au sein de la coopérative Cabestan. Il va donc vous donner et poser le contexte à travers la visite de 7 projets. Je te passe la parole, Andreas. Merci. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc, voilà, je crois que tout ça, tu l'as dit. Voilà, donc moi, je vous présente 7 différents projets
qui s'étale sur quelques années, où j'avais, sur les 7, il y en a un où j'ai pas de lien direct, mais ça me paraissait intéressant de le faire parce que c'est à chaque fois, donc c'est 7 projets de briques de terre crue en cloison. Il n'y a que le dernier qui est porteur et c'est tous ces projets, enfin différents projets en différentes briques de terre crue. Je ne sais pas à qui, si je m'adresse à tous, si tout le monde connaît bien. Il y a 3 moyens, 3 solutions pour fabriquer des briques de terre crue. La brique de terre moulée ou adobe, la brique de terre euh, comprimée, qui est très souvent stabilisée au ciment, mais qui peut aussi ne pas l'être, et la brique extrudée, qui est en fait euh, fabriquée en général dans des briqueteries qui font de la terre cuite, mais si les mélanges sont bons, on peut également les utiliser. Enfin, normalement, il ne faut pas utiliser les briques cuites, non cuites, ce que c'est, voilà. Il faut faire très attention à ça parce que c'est souvent trop argileux, mais on peut, avec ce mode de fabrication, également faire des briques très correctes. Voilà. Donc, je commence avec le premier projet où moi j'étais pas vraiment bureau d'études spécialisé, c'est-à-dire que moi j'avais créé donc la société Acter en 98, donc pas loin de Grenoble, après avoir fait le troisième cycle de construction en terre à l'école d'architecture de Grenoble avec Acter. Et donc donc c'est une entreprise qui euh, importait, fabriquait, revendait des matériaux et dans un premier temps aussi, on faisait aussi de la mise en œuvre, de la formation, etc. Voilà. Donc, le centre de loisirs à Mont-Revel-en-Bresse, donc dans l'Ain, c'est une région où il y a traditionnellement du pisé et du torchis. C'est des terres plutôt fines en général par là-bas. Mais là, c'était avec un architecte qui était dans la terre crue déjà bien avant, peut-être même avant moi, oui, oui, certainement, dans les années 80, dans les premiers mouvements suite au premier choc pétrolier. Et donc, c'est un bâtiment dans lequel les cloisons dans une ossature bois ont été faits avec des briques de terre moulées, donc des adobes qui, à l'époque, venaient d'Allemagne. Prochain. Donc 2008, hein, ça date quand même de... Voilà. Donc là, je vais être très rapide. Non, enfin non, c'est pas celui que Amélie présente, mais c'est également elle, l'architecte. Donc, une école primaire à Pont-Saint-Maxence. Donc, c'est au nord de Paris, on va dire, pour être simple, pour ceux qui ne connaissent pas la région trop. Voilà, donc, c'est un peu la même logique. Donc, des cloisons intérieures dans une école. Il faut à un moment parler effectivement de sécurité incendie parce que la terre, ça fonctionne très bien en sécurité incendie, mais on n'a pas forcément euh, toutes les données officielles pour que ça marche. Donc, en France, entre classes, on n'a pas besoin de sécurité, enfin, on n'a pas besoin de REI, quoi que ce soit. Par contre, entre les classes et les circulations, là, oui, mais on peut trouver des solutions avec des sorties à chaque classe vers la cour quand c'est du rez-de-chaussée simple. Dans notre cas, bien sûr, ben, les freins qui ont dû être levés, c'était facile parce que l'architecte était motivé, on peut dire ça quand même. Euh, il y a eu un petit problème d'élancement, donc entre l'épaisseur et la hauteur, parce que l'épaisseur, c'était des briques, il me semble, de 22, et donc on avait quand même 5 mètres de haut sur certaines cloisons. Et donc, pour gérer ça, on a utilisé donc des géogrilles, donc
par analogie avec le DTU 20.1. Je ne sais pas si les Belges, ça va rien vous dire, les DTU peut-être. Euh, Amélie, quelqu'un peut m'aider, mais j'ai oublié le sigle, ce que ça veut dire. J'aime pas utiliser les sigles que personne ne connaît. Document technique unifié. Document, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, l'avantage, c'était une entreprise qui était habituée à la brique cuite et donc ils ont très bien compris les analogies et ça a très bien fonctionné, à ma connaissance. Voilà. OK. Donc, moi, j'étais bureau d'études de l'entreprise. Euh, oui, vas-y, c'est bon. Donc, celui-là, donc, je n'ai aucun lien avec ce chantier, mais je trouvais intéressant de le montrer parce que vous avez peut-être entendu parler de Cycleterre, donc, qui était une initiative pour travailler avec les terres de déblais de la région parisienne, qui était a priori une idée qui s'est un peu cassée la gueule mais qui est en train de renaître partiellement de ses cendres. Donc là, c'est des briques comprimées. Euh, bon, moi, pour la brique crue, je suis toujours un peu dubitatif sur la brique comprimée, parce qu'on travaille très sec et que les argiles, de ce fait, à mon avis, ne peuvent pas très très bien travailler. Mais voilà. Et dans ce cas, c'était une autre solution au niveau réglementaire, c'était une ATEX. Donc, eux avaient une ATEX qui n'est plus valable et qu'en plus, on ne peut plus utiliser ou qui est compliqué à utiliser parce que l'entreprise n'existe plus. Voilà. Et voilà, continuons. Donc, ça, c'est à côté de Lille, Ennevelin, dans le 59. Où il y a un mur trombe et un mur collé contre un mur en béton cellulaire, où pareil, on a utilisé le DTU 20.1 par analogie. Alors, il y a des bureaux de contrôle qui acceptent, il y en a qui ils sont pas obligés de l'accepter, quoi, ces analogies, puisque la brique crue et la brique cuite, c'est pas la même chose. L'avantage, c'est qu'entre-temps, il y avait donc au moins la norme pour les briques crues, la XP P13 901, qui est une norme de test, en fait, et de classification des briques selon leur utilisation extérieure non protégée, extérieure protégée, intérieur, et puis la dernière, c'est juste des briques empilées qu'on ne peut pas enduire. Voilà. Et là, elles ont été testées, et donc elles sont, c'est la classe utilisation en extérieur protégé ou et bien sûr qui veut le plus, peut le moins. Voilà. Donc, pardon, reviens. Excuse-moi. Juste parce que c'est très intéressant. Il y a une briqueterie juste à côté, la briqueterie du Nord, et qui à l'époque, à ce moment-là, qui avait déjà eu un démarrage où ils voulaient faire de la brique crue, qui n'avait pas abouti et qui, à ce moment-là, n'avaient pas de briques. Et moi, j'étais bureau d'études de l'entreprise, donc j'ai proposé qu'on fasse les essais, mais j'ai dit, je ne sais pas si les essais vont être concluants. Et donc, comme le chantier devait démarrer peu de temps après, c'était pas possible. Donc, les briques ont été transportées à, je ne sais pas moi, 200 km à peu près. Donc, briqueterie de Wulf, qui est à côté de Beauvais. Mais ça les a motivés parce que ben voilà, ils ont vu un chantier de terre à quelques kilomètres de chez eux et là, ils sont en train de mettre au point des briques qui tiennent la route, semble-t-il. Voilà, merci. Voilà, donc là, je vais aller très vite, mais la grosse différence, c'est que là, c'est des briques faites sur place. Amélie nous en parlera plus en détail. Voilà, donc on avait effectivement aussi un peu des longueurs de murs importantes. Donc sur l'autre projet, c'était des hauteurs de murs.
Et donc, pareil, on a mis des renforts verticaux et horizontaux. Euh, voilà. Donc, et ouais, le prochain. Comme ça, Amélie aura de quoi nous expliquer ça plus en détail. Celui-ci, je vais rentrer un petit peu dans le détail parce que quand on vient de, comme vous pouvez lire, frein levé ou pas, Théo Architectes qui ont quand même déjà fait de la terre avant. Donc moi, je pensais aller assez loin. Et finalement, on voit que ben, dans ces projets d'habitat où ce sont des investisseurs, c'est l'investisseur qui a quand même beaucoup de poids. Moi, ce que je voulais faire sur ce bâtiment, c'était pas du tout de mettre les briques à l'extérieur, parce que l'inertie thermique et la régulation de l'hygrométrie, c'est à l'intérieur que ça se joue. Euh, alors, comme derrière, ils voulaient vendre les appartements, ils avaient peur que ce soit pas bien accepté, etc. Là où j'étais allé assez loin, c'était de faire des cloisons entre appartements, et c'est le bureau d'études euh, de l'équipe qui a cassé ça, parce que comme il n'avait pas de données officielles pour le phonique, euh, eh ben, il n'a rien accepté du tout, alors que, bon, ben, pour ceux qui sont ingénieurs, la première chose qu'on apprend au niveau phonique, c'est la loi Mass. Et donc, moi, j'avais proposé pour aller vers lui de mettre quand même un petit résilient phonique de 2 à 4 cm au maximum, qui ne servirait pas à grand-chose, mais quand même, et un placo donc d'un côté, comme ça le mur, il aurait au moins joué vers un côté et pas vers l'autre. Et puis à la fin, il m'a mis, je ne sais plus, 12, 15 cm, et donc l'investisseur a dit, bah non, on perd trop de mètres carrés, on n'accepte pas. Et donc finalement, il y a quelques cloisons dans les appartements, on va dire, pour simplifier, entre les toilettes et la cuisine, mais pas grand-chose. Et donc, il y a énormément de briques bah, qui sont apparentes extérieures, où j'ai imposé, comme on voit sur la deuxième photo, donc de la brique cuite sur 1 mètre sur toutes les façades. Oui, merci, exactement. Sur toutes les façades qui sont un peu plus exposées que les autres. Malgré ça, sur plan, c'est quand même un peu compliqué et il y a eu des endroits où ils ont quand même dû refaire des peintures au silicate sur la brique. Ça a l'air de bien marcher. Par contre, pendant le chantier, les coursives, les étanchéités entre les coursives et les dalles principales n'étaient pas faites. Et donc, il y a eu un dégât des eaux assez sérieux pendant le chantier. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très important. Voilà, je pense que oui, prochain. Et donc, ça, c'est un chantier. Alors, je viens de le visiter ben, pas plus tard que hier, enfin. Et c'est un chantier qui, à l'origine, devait être fait avec des briques de terre comprimées qui venaient de Briques Techniques Concept, donc qui est dans le sud-ouest de la France. Et pendant le chantier, Briques Techniques Concept leur a dit ben non, on ne peut pas livrer des briques non stabilisées parce que notre terre est trop mouillée, on doit mettre au moins 3% de chaud. Et à 3% de chaud, ça commence à être de la stabilisation, c'est plus juste un peu de chaud vive pour sécher la terre. Et donc l'architecte donc Jean-Philippe Donzé, milieu, ben, n'a pas accepté. Il a dit non, moi je veux des briques crues, et parce qu'il voulait faire un chantier avec de la brique crue porteuse. Et donc on a remplacé les briques bien françaises, mais qui faisaient plus de kilomètres, par des briques allemandes, et ce qui a permis aussi de lever un frein en utilisant la norme allemande pour la construction porteuse en maçonnerie de briques de terre crue. Donc la DIN 18940, là aussi, il fallait un petit peu discuter avec le bureau de contrôle, mais ça, voilà, il a accepté. Euh, par contre, voilà, moi je tiens quand même à préciser, euh,
à vouloir à tout prix faire du porteur en plein hiver avec de la brique crue, on en reparlera peut-être après, c'est pas forcément toujours la meilleure idée. C'est pas pour rien qu'on a inventé le colombage. Donc voilà, donc ça, c'était, ben, cette contrainte de chantier a fait qu'il y a eu de petites infiltrations, c'est rien, mais j'aime aussi montrer ce qui marche pas, enfin, ce qui limite. Voilà, donc voilà, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Andreas. On va maintenant passer la parole à Amélie Fontaine. Donc, Amélie est architecte et urbaniste. Elle enseigne à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, où elle pilote notamment un atelier de projet autour des matériaux naturels. Les ateliers Amélie Fontaine sont spécialisés dans le bois terre-paille et elle va nous présenter son projet d'extension bioclimatique de l'école Saint-Exupéry à Gomeny, une extension alliant le bois terre-paille et la participation. Bonjour Amélie. Bonjour, merci. Alors, je vais vous parler assez brièvement de ce projet. C'est l'extension d'une école élémentaire existante que vous voyez en blanc sur l'écran pour y intégrer une école maternelle. La particularité du site, c'est que en fait, on est semi-encastré dans la pente naturelle du terrain. On est au cœur de l'Avesnois, donc avec un peu des collines. Et donc l'école, assez rapidement dans l'approche du projet, elle, décide de s'intégrer dans le sol, qui est pas forcément complètement compatible avec une approche biosourcée. Mais par rapport à la contrainte du site et du paysage assez exceptionnel en face du site, ça a été un choix qui a été une évidence, en fait. Un des principes de ce bâtiment, c'est une approche bioclimatique, donc avant de parler de terre, on parle de bois et de paille, c'est-à-dire que toute l'enveloppe est isolée en paille avec des caissons bois qui ont été préfabriqués. Le tout est associé également avec un double système de ventilation, une ventilation mécanique par un système de double flux assez performant, enfin 2 fois la norme pour assurer une très haute qualité d'air intérieur et un système de renouvellement de l'air naturel avec un système de fenêtres hautes et basses qui permettent de balayer le bâtiment et de le rafraîchir. Tu peux avancer un tout petit peu, Nadine. Assez vite dans les études, on a été accompagné d'un bureau d'études qui nous a fait des simulations thermiques dynamiques. Et en fait, on a fait quelques simulations différentes. Donc on avait déjà une enveloppe très performante, passive, et on a essayé de voir comment se comporterait le bâtiment si on ajoutait de la terre crue sur plusieurs murs. Donc on a fait un certain nombre de simulations, et en fait, on s'est rendu compte que la terre crue couplée, donc vous voyez en orange, c'est les murs entre salles de classe, que la terre crue couplée à la surventilation naturelle et à la haute performance du bâtiment permettait de faire baisser le bâtiment de 2 degrés. On a eu déjà la chance de constater si ça marchait ou pas, et heureusement ça fonctionne. On a eu une période assez chaude il y a 15 jours où il faisait 38 degrés à l'ombre en extérieur. Le bâtiment, il est monté à 26 degrés à l'intérieur, sachant que la gestion des fenêtres qu'on préconise en période de canicule n'a pas été complètement suivie par les utilisateurs. Donc en fait, ça montre que la construction a une très bonne capacité à absorber ces pics de chaleur et assurer le confort d'été. On s'est aussi rendu compte en faisant ces simulations que si on mettait, que ça fonctionnait très très bien dans les salles de classe. Par contre, si on le faisait sur le dortoir, ça fonctionnait beaucoup moins bien à cause de l'usage très ponctuel du dortoir. Donc on a décidé de cibler nos attentions sur la terre crue dans la partie salle de classe. Tu peux avancer. Le principe qui a été assez vite accepté par le maître d'ouvrage, c'est d'essayer d'utiliser la terre de site parce que dans ce projet semi-enterré, on a été amené à sortir beaucoup de terre. Enfin, on avait envisagé qu'on allait avoir beaucoup de terre à sortir. Donc il y a eu une approche de la terre avant même la construction. La photo que vous voyez en haut à gauche, c'est le début de la construction, 1 an après qu'on ait fait les études sur la terre crue. En fait, c'est quand le géotechnicien il est venu sur le site qui a sorti ses tarières et qu'on a vu que la très grande qualité de l'argile et qu'on s'est dit qu'il y avait un vrai potentiel. Alors après, dans l'Avesnois, c'est assez facile parce que le potentiel, il est à peu près partout. Donc après, selon les vallées, l'argile change un tout petit peu.
Donc, on s'est fait accompagner par le bureau d'études Amaco pour formuler la terre. Moi, je me suis formée chez Amaco, donc ça me paraissait simple d'aller les rechercher après coup pour m'aider sur ce projet. On a fait 3 trous sur le terrain. Je pense qu'il y a une photo encore après. Tu peux avancer, Nadine? On a fait ah non, pardon, je ne l'ai pas mise finalement. On a fait 3 trous sur le terrain et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une très grande uniformité, au delta près que, l'école qui avait été construite 10 ans précédemment avait, remodelé le sol et qu'en fait, sur 1,50 m, on avait un mélange d'argile et de terre végétale, qui n'est pas compatible avec l'utilisation de la terre crue et de gravat. On retrouvait des bouts de parpaing, des bouts de enfin voilà, plein de choses. Donc en fait, la difficulté pour l'utilisation de la terre de site, ça a été d'aller à moins de descendre plus profond que ce qu'on avait imaginé à plus d'1,50 m pour s'assurer qu'on soit sur la terre, la veine d'argile qui n'avait pas été remuée. Très vite, nous, on était partis avec la maîtrise d'ouvrage pour faire des briques de terre compressées. Sauf qu'en fait, on s'est assez vite rendu compte avec les échanges avec Amaco que c'était pas la meilleure technique par rapport à la terre parce qu'il aurait fallu rajouter beaucoup, beaucoup de sable et qu'on n'a pas du tout de ressources en sable dans ce secteur-là. Donc on s'est assez vite réorienté vers des adobes. Une des questions qu'a posée Amaco, c'était quelle est la fibre disponible dans la région où je construis? Donc la fibre de la Vénoise, c'est le foin. Rapidement, on a abandonné aussi cette piste parce que ça sentait très très fort l'étable, on va dire. Et donc, on est revenu sur un système qui est connu et déjà fait sur plein d'autres chantiers. C'est de l'adobe constitué avec de l'argile et de la paille, avec la volonté, et ça, il y a un vrai travail avec l'acousticien de l'équipe, de ne pas rajouter de sable. Donc, plutôt que de rajouter du sable pour avoir la bonne masse entre les salles de classe par rapport à la question acoustique, on a choisi d'épaissir un petit peu le mur des briques qui étaient fabriquées. Ouais, si tu peux avancer. Quand on a lancé un chantier participatif, c'est 1 an avant le démarrage de la construction de l'école. C'est un chantier qui s'est déroulé alors la commune, c'est une commune rurale où il n'y a pas énormément de bâtiments industriels vides ou de grands hangars, à part des fermes. Et donc, le choix qui a été fait, c'est de se dire on s'installe dans la cour d'école, ce qui était ça s'est révélé assez vite être une très bonne piste parce qu'en fait, on a commencé cet atelier participatif à la fin juin. Et donc, en fait, tous les enfants nous ont vu fabriquer les premières briques de terre et ont tous eu envie de venir nous aider à fabriquer les briques. Donc, ce qui est assez génial, c'est que sur les 3500 briques, il y a toute une partie qui a été faite par les enfants de l'école élémentaire qui étaient sur place et qui à chaque récréation, nous posaient des questions et avaient envie de participer à cette expérience. Je pense que si tu peux avancer. Alors, juste une des contraintes, je ne l'ai pas remis, mais une des contraintes qu'on a rencontrées, c'est la fabrication. Si tu reviens juste 2 minutes sur la slide, désolée Nadine. Une des contraintes qu'on a rencontrées, c'est que, vous voyez, on est en train de fabriquer les adobes sur table. En fait, au départ, c'était sur sol, sur l'asphalte de la cour de récréation. On a eu des draches très importantes avec beaucoup, beaucoup d'eau en 1 heure, qui a mis un peu en péril le projet de l'atelier participatif. Et donc, on a un peu préempté toutes les tables de la commune, qui sont les tables des festivités. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est que cette difficulté qu'on a rencontrée a permis aussi à plein de gens de s'investir dans le chantier, et notamment aux personnes âgées, parce que clairement, elles ne se seraient pas mises à genoux pour faire des adobes. Par contre, d'être là autour de la table, de discuter et de faire quelques briques, ça fonctionnait très bien. Donc, on a eu énormément de participants à cet atelier, par ce côté très convivial qui était aussi par le fait que les adobes étaient faites sur table. Alors, ça nous a contraints, mais finalement, ça a été beaucoup d'éléments positifs, parce qu'après, on déplaçait les tables au soleil et on les remettait à l'ombre. Et dès qu'il y avait quelques gouttes de pluie, on les remettait sous l'abri. Donc, ça nous a permis d'avoir une assez belle optimisation du séchage des briques. En gros, une brique était fabriquée le matin et le soir, on pouvait la retourner et ensuite aller la stocker sur des palettes le lendemain. Donc, il y avait une forme de rapidité, même dans un chantier qui est dans le nord, à pouvoir faire sécher les briques. Ouais, si tu peux avancer. Une des difficultés qu'on a rencontrées assez vite, c'est la Vénoise, c'est une zone sismique 3, donc avec pas beaucoup des éléments pour s'appuyer sur la construction en terre. Le bureau de contrôle qui est BTP Consultant
nous a pas bloqué. Il nous a dit, bah, expliquez-moi comment vous allez faire, je vais faire une étude de risque. Donc là, par rapport aux exemples qu'Andreas a montré avant, tout de suite, le choix a été fait de limiter la hauteur du mur à 2,30 m, tout simplement parce qu'en fait, en cas de séisme, on doit s'assurer que le mur ne se déverse pas sur les enfants. Donc en fait, le mur est tenu latéralement par des poteaux et un système de tiges qui viennent se clipser sur le poteau. Au milieu, il y a un élément qu'on voit sur la photo en bas à droite, une tige filetée qui a été reprise dans le béton et qui traverse tout le mur et qui fait un élément de rigidité au milieu du mur et qui n'est pas visible. Et sur les deux côtés, on a des poteaux et sur la partie haute, on a une sablière qui permet de venir tenir la tête de mur. Donc la sablière, elle a été mise avant par l'entreprise de charpente et elle a été rabaissée à l'aide de 4 personnes juste au-dessus de la terre une fois que le mur s'était suffisamment tassé. Donc les briques, elles sont faites avec la terre de site, mais aussi le mortier. Donc il y a une formulation du mortier avec la terre de site. La particularité aussi du projet, c'est qu'au départ, nous, on avait plutôt imaginé d'enduire ces murs pour avoir des surfaces lisses dans les salles de classe pour des questions d'affichage. Très vite, les gens qui faisaient les briques nous ont dit, mais nous, on veut encore voir les briques. Donc, sur chaque mur, on a choisi de laisser une face apparente. Donc, il y a une face brique apparente et une face lisse. Donc, dans chaque classe, les tableaux sont sur la face lisse, alors que l'arrière, où on affiche, est plutôt la face brique. Sachant qu'on laisse la possibilité à la commune de venir enduire le mur si à long terme, ils ont envie de faire disparaître ce motif brique qui parfois peut être un peu imposant à l'intérieur. Ouais, si tu peux avancer. En fait, il y a eu un mélange de slides. Donc, désolé, ça, c'est les slides qui étaient avant. Donc là, on voit il y a un bug. On voit les recherches qu'Amaco a fait pour obtenir la bonne masse volumique que réclamait l'acousticien sur le dosage juste du sable par rapport à la paille. Et on voit en bas à gauche, bah voilà, ce qui est intéressant dans une commune rurale, c'est que quand on doit extraire de la terre pour faire quelques tests, pour la petite anecdote, la terre qu'on a extrait, on a dû envoyer 60 kg de terre par la poste à Amaco pour refaire les tests. Et donc, la commune sort son tracteur et ça se fait en une après-midi et c'est très, très simple, quoi. C'est partie des choses qui sont très simples en milieu rural. Et à droite, vous avez une photo du début du chantier participatif où on comprend bien que ça va être compliqué de faire les adobes sur des bâches au sol. Voilà. Alors, si tu peux avancer. Dans les freins, du coup, qu'on a rencontrés, ce qui finalement n'était pas tant un frein que ça, mais donc les briques, elles ont été faites en 2022 et elles ont été utilisées l'année d'après, en 2023. Ça a été stocké dans les hangars communaux sur une plateforme où ils stockent le sel, donc on connaissait la résistance parce que ça pèse quand même un certain poids. Et ensuite, c'est la mairie elle-même qui a déplacé les briques vers le chantier. Donc là, ce qui est important, c'est qu'il y a un vrai investissement de la commune sur le chantier participatif. C'est le maire lui-même qui déplace les palettes et qui les charge sur un tracteur pour les amener sur le chantier. Donc c'est un peu une anecdote, mais ça n'aurait pas été possible s'il n'avait pas eu cette volonté de le faire. Et puis là, sur l'image en bas à droite, on voit que les palettes, donc on est on a un étage plus bas dans l'école, et donc il fallait aussi descendre ces palettes dans l'école. Et finalement, là, il y a un accord entre le charpentier et l'entreprise de terre crue qui est Lucie et Charlie de Toerana pour que les palettes soient levées par le charpentier, parce qu'évidemment, un artisan de la terre crue n'a pas forcément de grutier en interne. Donc il y a eu une vraie dynamique aussi inter-entreprise pour assurer la réalisation. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est un feuillard qui est alors, je ne sais pas comment on l'appelle exactement, mais qui va d'un bout à l'autre de la ligne de terre, de briques, et qui permet d'éviter la déformation en cas de séisme. Et je vous ai mis 2 petites photos en haut à gauche, parce qu'une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est qu'on voulait quand même avoir des prises dans ce mur, et que même avec toute la pédagogie et l'anticipation et les explications, en fait, l'entreprise s'est trompée d'endroit sur le positionnement des prises, et donc les prises ne tombaient pas au bon endroit. Donc on voit que ça a été un peu, heureusement qu'on avait une face enduite, parce que ça a été un peu laborieux pour la mise en œuvre. Donc on a dû redéplacer les prises par l'arrière, et l'entreprise de terre est venue découper des briques pour les réinsérer et pour refaire. Alors ça se voit plus du tout pour refaire l'aspect brique sur la partie visible. Voilà. Je ne sais pas si encore une slide. Ouais. Quelques images d'ambiance.
Donc, en bas à gauche, vous avez les salles de classe avec la terre crue visible en briques et les enduits terre. Donc là, la couleur, c'est la terre de site, hein, donc il n'y a pas eu de choix de couleur. Et en fait, la salle en bas à droite, c'est en cours de chantier, il y a une ouverture de classe. Et donc, on nous a demandé de faire une classe en plus, et c'est un préau qui a été rénové. Donc là, on était dans l'existant. Et intuitivement, de nouveau, c'est la terre qui est venue comme une évidence. En fait, comme la maîtrise d'ouvrage, c'était acculturée à la terre, quand on a proposé la terre sur ce mur courbe existant, ça a été tout de suite très vite un oui. Et en haut à gauche, j'ai remis une image d'une maquette. En fait, on a fait des ateliers participatifs avec la commune. Et très vite, il y a eu cette maquette qui est sortie, de dire si on met beaucoup de gens dans une pièce, il faut qu'il y ait de l'inertie pour réguler la température et le confort. Et donc, on s'est vraiment appuyé sur ça. Alors évidemment, dans les ateliers participatifs, on met tous les ingrédients pour que les gens puissent se saisir de blocs de terre crue pas cuites. Et ils s'en sont saisis. Et donc, ça nous a vraiment permis de défendre une volonté de faire ça. Voilà. Je pense pas qu'il y ait d'autres slides. Elles sont vraiment dans le désordre, hein. C'est pas possible. Bon. Donc voilà, vous avez quelques slides en gros. Merci Amélie. De rien. On va maintenant passer la parole à Christophe Lockwood du bureau Alter, un bureau multidisciplinaire associant architecture, stabilité et infrastructure du paysage. Christophe est ingénieur civil architecte et sa pratique repose sur l'utilisation de matériaux peu transformés et renouvelables pour faire en sorte que les modes constructifs alternatifs ne soient plus une question mais puissent être utilisés par la multitude. Il va nous présenter son projet d'école des pagodes à Bruxelles. Son intervention sera axée sur les apports techniques et physiques des murs en bois terre-paille. Bonjour Chris. Bonjour à tout le monde. Donc voilà, le projet de l'Athénée des pagodes qui est en cours de construction. Alors en Belgique, c'est un projet public, 4000 mètres carrés, avec suivi des bureaux de contrôle. Donc ça m'intéresse de voir nos collègues français. Le contexte est assez différent et la Belgique, souvent, justement, doit regarder chez ses voisins pour pouvoir avancer. Mais je trouve que c'est rassurant de voir des projets comme celui-ci, parce que ça montre qu'il y a des étapes qui se franchissent, surtout dans à un moment la confiance collective dans ces modes constructifs. Alors, dans ce projet Athénée des pagodes, il y a vraiment une ambition circulaire du maître de l'ouvrage à l'amont du projet. Donc, ce projet a fait l'objet d'un concours que nous avons remporté. Et donc, notre approche de la circularité s'est portée sur les bâtiments qu'on a démontés et plutôt amenés vers le réemploi. Et alors, sur la nouvelle construction. Et donc, on essaye, nous, le plus possible, de travailler d'une manière qui permette le démontage en fin de vie du bâtiment et de travailler effectivement avec des matériaux comme la terre, la paille, qui en fin de vie sont réutilisables ou compostables. Euh, alors, nous, ça fait un petit temps qu'on travaille avec des structures bois-paille-terre, donc isolation en paille de blé, enduit à l'argile. On trouve qu'il y a vraiment un intérêt pour ce type de mur au niveau du confort et de la technique. Donc ça, je vais développer un peu nos études de ce côté-là juste après. Dans ce cadre-ci, on sent qu'on a dû franchir des étapes avec le bureau de contrôle. Donc, ça n'a pas été une affaire simple. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une réelle ouverture des bureaux de contrôle et une volonté aussi de passer le cap et donc de changer les modes constructifs. Maintenant, je pense que ça fait partie d'une évolution collective des pensées et un renouvellement des modes constructifs. Alors clairement, il y a une approche aussi énergétique, donc de dire voilà, construire, c'est pas neutre par rapport à l'environnement, par rapport aux questions climatiques. Et donc pour nous, c'est aujourd'hui une question dont l'architecture doit se saisir. Alors ici, ce qui peut être intéressant, c'est aussi au niveau du chantier. Donc quand on est en biosourcé, en géosourcé, comme on l'a déjà entendu dans les autres présentations,
il y a une problématique de chantier et un rapport aux intempéries. Et donc, en fait, il y a enfin, comment dire, les règles de l'art sont de plus en plus étoffées et la connaissance, je trouve, s'ouvre de plus en plus et se répand. Maintenant, ce sont des éléments auxquels il faut prêter attention. Donc, quand on construit en bois avec de la paille, de l'argile, ben, bien sûr, il faut être attentif à tout le processus. Et pour des ballots de paille, en fait, c'est dès la coupe au champ. Alors ici, vous voyez sur la photo de droite les caissons. Donc l'argile, les caissons sont préfabriqués, caissons bois paille terre. Donc ils sont fabriqués en atelier. Donc c'est très intéressant, évidemment, parce que ça permet de réduire le temps de montage sur chantier. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'enduit de corps est séché en atelier, dans des séchoirs, et donc il y a un impact réel sur le temps de chantier. Alors ici, vous voyez que les enduits sur les photos de droite sont emballés, donc il y a un plastique effectivement qui vient devant. Ici, le projet est assez étendu, donc les 4000 mètres carrés sont en grande partie horizontaux. On a pas mal de toitures et de planchers. Et donc, effectivement, la question de soumission aux intempéries était déterminante. Et donc ici, on a une étape où les planchers vont être posés, mais entre la pose des planchers et le fait d'avoir une étanchéité suffisante, il y a quand même un peu de temps qui se passe. Donc ces protections permettent de réagir par rapport à des intempéries qui surviennent au moment de la pose. Au niveau montage, après, c'est quand même assez rapide. Donc ici, pour 4000 mètres carrés en superstructure, on est à 7 semaines. Donc c'est vraiment très rapide et c'est très intéressant. Donc cette semaine, je vais dire, sont 7 semaines d'intervention de chantier. Ici, il y a eu, ça s'est un peu plus étalé pour d'autres raisons, mais à un moment, c'est possible d'aller à ce niveau-là. Alors, l'argile qui est placée à Pagode, c'est l'argile Lem de BC Materials. Et donc, le projet ayant une grande ambition circulaire, l'argile Lem est fait avec des terres récupérées d'autres chantiers. Et donc là, il y a un intérêt lié à la philosophie du projet. Alors, les argiles que vous voyez ici sont les argiles de corps. Donc, quand on travaille en bois terre-paille, en fait, il y a plusieurs couches. Il y a d'abord une couche d'accrochage barbotine qu'on met sur la paille pour fixer les brins et donner une première couche d'accrochage. Il y a une couche de corps d'enduit qui, dans notre cas, est plus massive et qui est tramée. Donc, dans le cas du bois paille-terre, l'enduit est utilisé pour la régulation de l'humidité au niveau de la paroi. Donc ça, je vais détailler après. Mais donc, il est important que l'enduit ne fissure pas. Parce que s'il y a des fissures, ce sont des entrées possibles d'humidité dans le complexe et sont des problèmes possibles. Et donc là, il y a toute une intelligence et connaissance des connexions. Il y a un soin apporté aux connexions. Donc, entre les éléments en bois et l'argile, il y a des morceaux de membrane tramés, donc qui sont tramés dans l'argile et qui sont collés sur les éléments en bois, en lamelés collés. Et donc, en bois paille-terre, il y a une grande importance à faire attention aux étanchéités à l'air. Donc, les parois doivent être étanches à l'air pour éviter que la vapeur d'eau puisse migrer de manière trop conséquente dans la paroi, de manière non contrôlée en tout cas. Ça, je vais expliquer après. Ici à gauche, là, donc on a des poutres treillis au-dessus de la salle de sport en fait, et donc là on voit le mur haut qui est en argile. On a de l'argile dans toutes les classes. Et je vais développer après. Effectivement, il y a vraiment un intérêt pour le confort des lieux. On peut passer à la dia suivante. Donc ici, je vous donne un petit aperçu du mode de production dans le cas du projet ici. Pour l'Athénée des Pagodes, c'est l'entreprise Paytech à Franières qui s'occupe de la construction de la partie bois paille-terre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les caissons sont construits en atelier et qu'effectivement, le corps d'enduit, la barbotine et le corps d'enduit sont directement placés.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça minimise les opérations humides sur le chantier. Donc, nous, on essaye de favoriser le plus possible des chantiers à sec. Donc, par exemple, pour les chapes, on aurait un système fibre gypse et panneau fibre gypse. Et on a très peu de phases humides dans le chantier. Il y a juste effectivement toute la partie infrastructure, fondation, où là, on est en béton. Mais c'est intéressant parce que, de nouveau, ça a un impact sur le planning général. Il n'y a pas de temps de séchage. Ici, la majorité des temps de séchage sont faits en atelier. Et donc, dans ce cas-ci, l'entreprise a développé des séchoirs qui permettent d'accélérer le processus. Et alors, par contre, l'enduit de finition, qui fait environ 1 centimètre, sera placé sur le chantier. Ça, c'est compliqué de le faire avant, on le voit. Il y a toujours des problèmes dans les raccords. Et puis, ça permet justement, s'il y a un problème localisé avec une fissure ou l'autre, de repasser avec une couche qui permet de régler tous les problèmes. On peut passer à la dia suivante. Alors, au niveau du mur, donc nous, ce qui nous intéresse, donc dans la construction biosourcée et le bois paille-terre, c'est de travailler avec des murs perspirants. Donc, simplement, j'explique toujours, vous allez faire un jogging, un footing, vous mettez un kawaii, une veste imperméable, ben, vous transpirez à l'intérieur de cette veste et il n'y a pas de respiration, la vapeur d'eau reste bloquée à l'intérieur. Et donc, il y a une importance pour le confort. Les murs perspirants fonctionnent autrement. La partie du mur qui est côté intérieur, qui est l'argile, est moins perméable à la vapeur d'eau que le reste du complexe et que la partie extérieure. Donc, donc on a l'argile, on a l'isolant en paille et la structure portante en bois. Et puis on a un panneau par pluie. Ici, c'est un panneau Eiger, mais qui est en fibre de bois. Il est important qu'il soit beaucoup plus perméable que la couche d'argile à la vapeur d'eau. Et donc, ce qui est intéressant, et on a pu le constater, c'est que, en fait, l'humidité relative au sein du mur, elle diminue vers l'extérieur. Donc, nous, on a pu faire des mesures, je vais vous expliquer le contexte, et le constater dans le réel. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'humidité, en fait, dans le mur, elle a tendance à partir vers l'extérieur du mur. On a fait le test parce que on a eu des dégâts de chantier aussi, des infiltrations. Il y en a encore eu sur celui-ci. Alors, la paille ne peut pas monter à plus de 80 ou 90% d'humidité relative pendant une trop longue période. Sinon, elle entame un processus de pourriture qui peut être problématique pour le projet. Et en fait, les cas où on a eu des infiltrations pendant le chantier, avec en partie un peu de délavement de l'enduit à l'argile, on a constaté que très vite, en fait, l'argile pompe l'humidité qui pourrait être au niveau de la paille. Et en prenant des mesures, on voit que le taux d'humidité relative, donc on a eu le cas dernièrement, on mesurait un taux de 30% d'humidité relative dans la paille. Il faut être à 20 et en dessous. Et en fait, on voit que de jour en jour, il y a une évolution et que quand vous mesurez l'humidité relative juste derrière l'argile, elle est plus haute que juste derrière le panneau qui est à l'extérieur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à d'autres modes constructifs, où vous auriez un polystyrène et puis un enduit, Sto ou un enduit, en fait, vous voyez que ça fonctionne de manière inverse. Il y a une accumulation à un moment d'humidité à l'arrière de la peau extérieure. Et donc, il y a vraiment un côté sain pour l'habitation, d'avoir cette possibilité d'évacuer l'humidité intérieure, et aussi pour les parois. Alors, ici, on voit, donc nous, préparer nos études, on travaille avec donc le programme Ubacus qui fait des études statiques. Il y a aussi le programme WUFI qui est dynamique, mais qui est plus compliqué. Donc, le programme statique permet d'avoir une idée de la physique du mur, mais dans un cas donné. Donc, par exemple, il fait moins 10 degrés à l'extérieur, il fait 20 degrés à l'intérieur. Comment va réagir le mur? Les programmes dynamiques permettent, comme WUFI,
de générer ça mais, avec l'évolution dans le temps. Et donc, en hiver, il y a plus de risque d'accumulation dans la paroi, mais en été, il peut y avoir du séchage. Alors ici, en fait, le programme Ubacus note la paroi bois paille-terre comme défaillante. Ici, on voit au niveau pression de vapeur qu'il y a un contact entre la ligne noire et la ligne bleue, juste à cet endroit-là, oui. Et donc ça voudrait dire qu'il devrait y avoir condensation. Et donc, je vous montrerai plus loin, les bureaux de contrôle ont demandé justement d'avancer vers des études dynamiques qui permettent de montrer qu'en fait, ça n'est pas le cas et que c'est plus lié à la méthodologie statique et au programme. Ça, je vais aborder après. Au niveau régulation hygrométrique, l'argile est vraiment une matière très intéressante, la terre crue. Alors, comme ça, mais c'est plus sensitif, je peux dire qu'en période de chaleur, en fait, vous pouvez très bien asperger votre mur légèrement, l'humidifier, et en fait, il va jouer vraiment un rôle de régulateur. Euh, Aussi, une petite anecdote que j'aime bien toujours raconter, m'a fait rire. C'était un chercheur de l'université de Zurich qui essayait de monter une cellule de recherche sur la terre crue. Et il devait convaincre son recteur pour avoir des subsides. Et alors il disait, je suis allé manger avec le recteur et sa femme et je pensais que je n'allais pas pouvoir convaincre le recteur. Mais quand j'ai dit à la femme du recteur que ses fleurs tiendraient 2 fois plus longtemps, le recteur m'a donné les subsides. Donc voilà, c'est une petite anecdote, mais pour dire, il y a vraiment un impact sur le confort, comme Amélie l'a notifié aussi précédemment, et sur la thermique. On peut avancer. Et donc la thermique, aujourd'hui, on remarque de plus en plus, donc, allez, il y a 20 ans, même 10 ans, on étudiait essentiellement nos murs en conditions d'hiver en se disant c'est le pire des cas. On ne s'interrogeait pas trop sur le confort d'été. Mais maintenant, d'année en année, on voit que les périodes où la température monte, même au-dessus de 30 degrés, deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. Et donc, le confort d'été devient un réel enjeu pour la construction. Je pense même dernièrement, j'ai lu un article sur une école en France qui était assez récente et où le maître de l'ouvrage s'est retourné contre l'architecte en estimant qu'aujourd'hui, c'est une nécessité, il est nécessaire de prendre ce type d'éléments en compte pour la construction. Alors, le bois terre-paille, ce qui est intéressant, c'est que l'argile est à l'intérieur. Donc, Amélie parlait des murs, effectivement, côté intérieur, et je trouve l'étude qui a été faite par leur bureau est très intéressante. Alors, l'enduit à l'argile, en fait, joue le même rôle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on construit si on construit uniquement avec des matériaux biosourcés, bois, en fait, vous avez très peu d'inertie et les changements de température peuvent être très vite répercutés. Et donc, l'intérêt d'avoir de l'inertie, c'est que les changements de température extérieure, en fait, sont vraiment lissés et sont déphasés. Donc, le schéma du dessus du Bacchus, on voit à droite, près du numéro 5, la température extérieure. On voit les variations de température extérieure. Donc, oui, c'est plus sur la droite, voilà. Là, on voit toutes les courbes. En fait, on voit des grands écarts. Et à chaque fois, en partie haute, c'est 34 degrés à l'extérieur. En partie basse, c'est 16. Et on voit qu'à l'intérieur, on a 25 degrés. Et donc ça, c'est très, très intéressant. Ça permet justement, en été, d'avoir un lissage et d'être beaucoup moins sujet aux fluctuations extérieures. Alors, j'ai fait l'exercice d'enlever la partie argile. Et là, avec la partie argile, justement, on est quasi neutre. Il y a vraiment un lissage. Si on enlève la partie argile, il y a un écart qui se génère. Alors, avec l'épaisseur de paille, c'est déjà intéressant, mais l'argile a vraiment un impact important. Et alors, le schéma du dessous, on voit un déphasage de 16 heures. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans un édifice avec de la terre crue, en fait, si vous ventilez pendant la nuit, quand il fait frais, vous allez évacuer les calories accumulées dans la journée, et puis pendant 16 heures, vous allez en partie encore profiter de ce déphasage. Et ici, on voit effectivement aussi le lissage
au niveau des 25 degrés. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on revient à des modes de construction assez ancestraux, en fait, on a tout un bagage de connaissances qui s'est construit, scientifique, qui permet de comprendre comment ils fonctionnent et en fait de les utiliser positivement et pour le confort des personnes à l'intérieur des édifices. On peut encore avancer. Alors ben là, je vous montre, donc il y a une photo d'un hygrothermomètre, un thermohygromètre. Donc c'est une grande pique et ça permet d'enfoncer l'élément dans le ballot, de mesurer l'humidité relative en un point et la température. Donc là, je vous expliquais le suivi des murs qui ont subi des infiltrations et de voir l'évolution positive. Et alors en dessous, ce sont justement des schémas Wi-Fi d'études dynamiques et qui permettent de vérifier qu'en fait, il n'y a pas d'accumulation d'humidité au sein du mur après plusieurs années. Il y a d'autres structures où ce n'est pas le cas, où d'année en année, en fait, il y a de l'humidité chaque fois qu'il s'accumule, qui n'a pas l'occasion entièrement de ressortir, et on va vers un cas qui s'empire. Ben là, nous, on a bénéficié des études à Propaille. Donc, en Belgique, il y a eu des études à Propaille. Si ça vous intéresse, sur Internet, vous pourrez trouver les données. Pour ne pas refaire l'ensemble des études, le bureau de contrôle a accepté d'utiliser les résultats de cette étude pour ce chantier. Voilà, ce qui a été intéressant. On peut passer à la question suivante, à la dia suivante. Alors, une autre problématique voilà, qui reste encore, je pense, en travail, en parcours, c'est la problématique de la justification au feu. Donc, dans le cadre du projet, ici, l'entreprise PyTech, sur base d'essais faits en Allemagne, a pu justifier sa structure et avoir un ATG pour un REI 60. Maintenant, en marché public, c'est pas évident. On a d'autres projets où l'entreprise doit finalement faire des essais. Voilà, donc ça a toujours un impact pour l'instant au niveau des projets quand on veut mettre de l'argile sur de la paille. Mais en tout cas, ça se résout. On construit, on trouve les solutions. Maintenant, je pense que c'est important de bien anticiper ces problèmes. Nous, on est assez strict au niveau des cahiers des charges, qui fait que quand les entreprises s'engagent, elles savent sur quoi elles s'engagent et elles sont tenues de remplir leurs obligations. Maintenant, voilà, je vois que d'un projet à l'autre, c'est pas évident, d'une entreprise à l'autre. Là, on a un projet à Tournai, qui est un petit projet, 2 classes et locaux collectifs. Et l'entreprise doit faire un essai. Voilà, un essai. Les essais sont très onéreux, mais je pense qu'il y a des solutions. Alors, de notre côté, au niveau prescriptif, nous nous sommes appuyés sur les règles de bonne pratique de la Fédération de la paille française, qui sont très bien au niveau de la paille, qui sont assez bien au niveau des enduits argile aussi. Et ça nous a permis de faire un cahier des charges pour un marché public et qui n'a pas posé de problème dans les chantiers que nous avons mis en œuvre. Voilà, donc personnellement, j'encourage tout le monde à aller vers des modes constructifs comme ceux-ci. Et alors, juste pour finir avec encore une autre anecdote, nous avons fait un chantier à Binche et la télévision était venue interviewer les élèves. Et alors, la journaliste demandait à l'élève, oui, comment tu te sens dans cette nouvelle école structure bois, isolation en paille et enduit à l'argile. Et alors l'élève avait dit, ah ben, on est vraiment bien et j'ai l'impression que je travaille mieux. Donc c'était amusant, mais on a un retour réel sur le confort des personnes dans les constructions bio et géosourcées. Et un retour toujours positif. J'ai fini la présentation. Merci Christophe. Pour la dernière intervention, on va passer la parole à Nicolas Kuckelbergs, cofondateur de BC Materials.
BC Materials, c'est à la fois un bureau de consultance et un producteur de matériaux de terre crue à base de terre d'excavation issue des chantiers bruxellois. Une production circulaire, donc, avec comme engagement la revalorisation d'au minimum 60% de ressources secondaires dans la composition de ces matériaux, donc de terre issue d'excavation. BC Materials a été créé en 2019 et a adossé à BC Architect, qui existe depuis 2009. Nicolas va nous présenter leurs différentes solutions en matériaux et produits préformulés. Donc, je te passe la parole, Nicolas. Bonjour, merci Nadine pour cette introduction. Bonjour à tous. Voilà, donc je vais présenter brièvement, comme ça on aura le temps aussi de passer aux questions et réponses. Parce que j'ai vu que dans le chat, il y avait pas mal de questions assez intéressantes. Je vais essayer d'y répondre aussi un petit peu, en tout cas quelques-unes. Donc en fait, BC Materials, nous avons lancé il y a maintenant 2 ans une gamme de matériaux que nous avons développés dû à une recherche assez extensive de ce qu'on avait comme terre et comme couche géologique autour de Bruxelles. Notre coopérative, parce que nous sommes une entreprise coopérative de travailleurs, on a comme pour but en fait d'arriver, et c'est écrit dans notre mission, dans de nos statuts de notre coopérative, d'amener en fait cette niche de matériaux de construction à base d'argile vers un marché de croissance, en tout cas pour le Benelux à notre échelle. Et pour faire cela, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi passer par, en tout cas, l'industrialisation pour pouvoir arriver à démocratiser le matériau et pouvoir commencer à faire du volume. Et donc, cette gamme de matériaux que nous avons commencé il y a 2 ans s'appelle LEM. Pour les Français, tout le monde est francophone, je pense. Hein, donc, LEM, ça veut dire en néerlandais, ça veut dire limon argileux. En anglais, ce mot existe. En allemand aussi. Mais en français, il n'existe pas parce que je pense que sur la plupart du territoire français, on ne retrouve pas ce type de terre qui est en fait un limon qui contient de l'argile, mais qui finalement pour nous est de la base de presque tous les matériaux qu'on utilise. Comme Nadine l'a bien stipulé, nous essayons de produire nos matériaux avec un minimum de 60% de ressources qui sont issues d'excavation, qui sont vues comme un déchet. Alors, ce ne sont pas des déchets, hein, parce que ce sont des matériaux, des ressources qui sont vues pour l'instant malheureusement comme un déchet économique, mais qui sont souvent des couches géologiques pures qui n'ont jamais vu la lumière. Alors, sur cette image, vous voyez un petit peu les 4 grandes catégories de matériaux qu'on vend. Ce sont les enduits, les peintures à l'argile. La maçonnerie en terre crue, on en a parlé déjà un petit peu aujourd'hui, et les mélanges prêts à l'emploi de Pisé. Donc, comme Nadine l'a pu dire, nous essayons d'être le plus circulaire possible. Alors, on sait que la terre crue, quand elle est non stabilisée, on est sur un matériau qui est 100% réutilisable, qui peut partir dans un cycle infini. Hein. Donc, on creuse, on fabrique des murs, on érige, on s'habite. Et puis après, cette terre, elle peut être remise à la terre pour pouvoir en refaire les mêmes matériaux. C'est quelque chose d'assez incroyable. Il n'y a aucun autre matériau qui a ces propriétés. Si on pense évidemment à tout ce qui est acier, aluminium, ils ont besoin d'une chaleur pour pouvoir être fondu, tandis que l'argile ou le bois, par exemple, qui lui va devoir attendre moins 10 ans pour avoir un arbre qui repousse, ici sur l'argile, on a quelque chose qui peut être utilisé à l'infini. Donc c'est ce que nous on appelle circulaire en destination, mais on essaie d'aller plus loin, donc en étant circulaire en origine. Alors à Bruxelles, c'est 2 millions de tonnes de terre qui sont excavées chaque année. Pour faire quoi? Pour faire des tunnels, des fondations, etc. Et souvent, ces terres, qu'est-ce qui se passe? Elles sont transportées dans des stockages temporaires où on attend l'endroit le moins cher pour pouvoir
les amener en décharge. Donc du coup, c'est un vrai coût pour les promoteurs immobiliers. Ça varie, mais on est facilement autour des 100 € la tonne selon le degré de pollution. Et donc pour Bruxelles, c'est 2 millions de tonnes de terre. Sur ces 2 millions de tonnes de terre, on va avoir peut-être 30, maximum 30% qui est pollué. Bon, il y a des variations de pollution. Et tout le reste, ce sont des sables tout à fait purs, qui n'ont jamais vu la lumière. Ce sont des argiles, hein, donc c'est limon argileux, la laine. Donc on essaye de s'incruster, on va dire, sur cette ligne de production, enfin sur cette ligne de ressources pour pouvoir produire nos matériaux. Alors, on a parlé un petit peu des différents types de matériaux. Alors, sur les enduits et les peintures à l'argile, on produit en fait 4 couleurs. Ces 4 couleurs sont dictées en fait par le type d'argile qu'on utilise. C'est surtout du sable bruxellien qui vient près de Bruxelles et aux alentours. Les 4 couleurs, c'est les types d'argile qui, en même temps, le liant qui va dicter la couleur. Alors, la plus locale, c'est la brune, hein, qui est la couleur du limon argileux, de la lime. Mais on travaille aussi avec des argiles qui viennent d'un peu plus loin, comme des argiles du sud du pays, près de Florène, qui vont dans les rouges. Et puis, on va même un peu plus loin, jusque quand même en Allemagne, pour pouvoir avoir des argiles qui sont plus blanches, pour pouvoir avoir des teintes qui sont plus claires à l'intérieur du bâtiment. Alors, comme Christophe l'a dit, on travaille avec les enduits toujours en couches, en multicouches. Donc, il est intelligent de travailler avec le plus local, qui est un enduit de base brun, et puis après venir finir avec ou bien un enduit de base, ou bien un enduit de finition, ou pourquoi pas une peinture à l'argile. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'on a 4 couleurs et 3 types, on va dire, de finition. Un enduit de base intermédiaire, un enduit de finition, et une sorte de badigeon à l'argile. Alors, si vous allez sur notre site web, vous allez retrouver toutes les informations, toutes les normalisations de ces matériaux, un guide très complet dans les 3 langues qui reprend en fait tous les détails techniques si vous voulez savoir comment utiliser des enduits sur quel type de support, comment préparer le support. Tout ça est téléchargeable gratuitement sur notre site web. Alors, ces matériaux, ça vient de sens qu'ils sont très écologiques, mais malheureusement, on doit toujours le prouver parce que personne pense toujours que c'est vrai. Et donc, nous avons suivi donc on va dire deux certifications qui, pour nous, prenaient sens pour produire, pour certifier nos matériaux point de vue écologique. Le premier sur le point de vue santé, qui est fait par le Eco-Institute en Allemagne, qui prouve justement, qui est assez sévère et qui a montré que nos matériaux ne contiennent aucun VOC, donc des COV, des composants organiques volatiles, et donc sont bons pour la santé. Et puis après, on a fait un BEPD. Alors le BEPD, c'est la façon d'arriver à calculer le bilan carbone pour après être intégré dans le logiciel Totem. Pour ceux qui ne connaissent pas Totem, c'est le logiciel qui va permettre de faire des comparaisons entre le bilan carbone de ton bâtiment, mais comparer différents systèmes constructifs au point de vue bilan carbone. Et pour ça, on doit faire toute une recherche, on va dire, une calculation de comment est-ce que les matériaux ont été produits. Mais dans notre cas, comme ils sont produits à Bruxelles, à côté des ressources, et sont vendus surtout autour de nous, ils scorent évidemment beaucoup, beaucoup mieux qu'un enduit au plâtre, 30 fois mieux à peu près, ou qu'un enduit au ciment ou autre. Prochain. Alors, on a parlé un petit peu dans le chat aussi de standardisation et de certification et de comment arriver à les mettre dans des cahiers de charges. Alors, on a la chance déjà que Bultoise, l'ancien CSTB, enfin le nouveau CSTB, a déjà traité donc les enduits à base d'argile dans la NIT, qui sont les règles professionnelles des enduits en général. Et donc les enduits à base d'argile sont traités. Donc il est facile maintenant de déclarer, on va dire, ou pour les architectes, de pouvoir
prescrire des enduits à l'argile, et en tout cas la qualité des enduits à argile de ce qui est nécessaire. Prochain slide. Pour tout ce qui est maçonnerie en terre crue, nous avons deux types de blocs. On a des blocs compressés et des blocs de terre moulée. Alors, on en a parlé déjà dans les deux présentations d'Andreas et d'Amélie, des différents types de blocs, je pense. Nous avons fait deux blocs. Pourquoi? Parce qu'en effet, on s'est rendu compte que faire des blocs de terre compressés sans les stabiliser est assez compliqué pour avoir un bloc de qualité. Et on voulait avoir deux sortes de blocs. Le bloc qui est 100% terre crue, donc c'est le bloc de terre moulée, qui est de plus petit format. Et puis on a un bloc de terre compressé qui lui est stabilisé avec 3,8% de ciment recyclé, un CEM3, qui est de plus grand format, plus un format parpaing, on va dire, mais qui a les atouts de pouvoir résister aux éclaboussures d'eau. Le premier bloc, qui a une résistance en mécanique allant jusqu'à 8 MPa, permet de faire du porteur. Et donc, par contre, il est évidemment dessiné pour pouvoir être utilisé seulement en porois intérieur. Hein. Tous les matériaux de terre crue sont pour l'intérieur du bâtiment. Mais quand on fait du porteur, évidemment, on doit attendre que la toiture arrive et on n'est jamais à l'abri d'une pluie pendant le chantier. Et donc, ces 3,8% de ciment sont justement pour pouvoir protéger le bloc aux éclaboussures d'eau lors de la phase chantier. Et donc voilà, l'utilisation après de ce bloc de terre compressée va pouvoir vraiment être un sur un remplacement d'un bloc de béton ou d'un bloc de parpaing cuit type, je ne vais pas citer de marque, mais Porotherm, et permet de facilement monter 2 étages. Après, on peut penser, comme sur cette photo, de venir isoler directement avec un isolant perspirant, hein, parce que comme Christophe, moi aussi je pense qu'on doit essayer de faire des murs qui sont ouverts à la vapeur, qui sont perspirants. Et donc ici, par exemple, on voit un isolant en fibre de bois rigide, mais on pourrait aussi imaginer d'avoir un autre type d'isolant, et puis après une façade en bardage bois ou même en briques cuites. Alors, comme je l'ai dit un petit peu au début, pour nous, c'est super important d'arriver à baisser le prix du bloc. Alors, on est super fan de la construction en terre crue avec la terre qui vient vraiment, vraiment du site, hein, comme le beau projet qu'Amélie a pu montrer. Malheureusement, si on n'est pas très créatif avec des budgets qui viennent autres que de la construction, il est assez difficile de créer des chantiers participatifs où les gens puissent venir aider. Il est très difficile d'arriver à avoir des prix assez bas pour tout ce qui est production de maçonnerie de blocs. Et donc, nous, avec cette idée de rendre le bloc plus démocratique, le bloc de terre crue, on a décidé de travailler avec l'industrie pour pouvoir upscaler la production et pouvoir baisser le prix. Et donc, pour le bloc de terre compressée, nous le produisons avec un producteur qui fait des blocs de béton, chez qui on va une fois tous les 2 mois avec notre mélange de terre crue qui est reformulé et pré-mélangé chez nous à Bruxelles pour après être compacté chez eux avec leur infrastructure existante. Donc, ils nous vendent en fait des time slots durant lesquels on vient produire 300 tonnes facilement à la journée. Avant, nous étions sur un système de production avec une presse hydraulique qu'on avions chez nous, mais qui nous permet de produire 8 tonnes la journée, et c'était beaucoup plus cher, évidemment. Les blocs de terre moulés, eux, par contre, sont en fait un système d'adobe. Eux sont produits chez un partenaire qui fait des blocs de terre cuite, et donc on utilise tout son outil de production juste avant le four, et qui sont palettisés et prêts à la vente. Alors, point de vue caractérisation du bloc de terre, on est allé très très loin avec le bloc de terre compressé parce qu'on pensait qu'il y avait, en tout cas à notre stade, plus de potentiel, on va dire,
de volume et de projets sur ce bloc de parpaing, on va dire, de blocs de terre crue, le bloc de terre compressé. Et donc, on est allé sur toute la panoplie des tests qu'on peut aussi imaginer de faire, qui va nous permettre après d'aller vers un ATG. Et donc, nous avons des résultats de résistance au feu, REI 180 pour un mur de 14 cm, c'est très très peu. Résistance à la diffusion du bruit de 54 dB. Donc, ce sont des blocs qui nous permettent de faire du porteur entre appartements, différents logements, de faire des immeubles à appartements sans aucun problème. Et donc, même histoire qu'avec les blocs que les enduits et les peintures. Sur notre site web, vous allez retrouver toutes les informations, fiches techniques des différents types de blocs, mais aussi un guide très complet qui reprend tous les détails de conception, mais aussi les détails de mise en œuvre. Et alors, peut-être aussi important pour savoir comment prescrire, on va dire, des blocs de terre crue dans un cahier de charge pour un projet public où on ne peut pas citer de marque, évidemment. Je pense que ça vaut la peine de travailler avec les normes qui sont utilisées par nous, mais aussi par d'autres marques qui ne sont pas en Belgique, parce qu'en Belgique, on est les seuls à produire des blocs de terre crue. Mais je pense qu'Andreas en a déjà parlé à plusieurs moments. Nous avons caractérisé nos blocs selon la norme allemande, qui est la DIN 18945 et la 46 pour tout ce qui est mortier. On a aussi utilisé l'XP 13901, qui est la norme française. Et ça, c'est un petit peu l'avantage en Belgique. Comme on n'a pas de normes belges, on peut un petit peu utiliser les différentes normes. Donc, pour pouvoir déclarer certaines valeurs qu'on va retrouver dans notre fiche technique, nous avons utilisé ces deux normes. Et en effet, pour l'instant, on est en train de finaliser l'ATG qui va permettre facilement après donc c'est un agrément technique Goedkeuring, c'est l'abréviation pour ça, pour les Français entre nous. C'est un peu une sorte d'ATEX et qui va permettre après d'être plus facilement en fait prescrit dans un cahier de charge, ou en tout cas décrit. Et puis après, pour tout ce qui est ingénierie, comment arriver à calculer avec des blocs en terre crue, il suffit d'utiliser tout simplement l'Eurocode 6 et un petit peu ensemble avec la DIN 18940 pour pouvoir arriver à facilement calculer des maçonneries en bloc de terre crue. J'ai envie de dire que c'est pas tellement compliqué. Donc, si certains ont envie de travailler avec de la maçonnerie porteuse en bloc de terre crue et ont des questions, n'hésitez pas de venir vers nous parce qu'il y a de plus en plus d'ingénieurs stabilité aussi en Belgique qui n'ont pas peur, qui savent très bien travailler aussi avec ça et qui ne voient absolument pas. Des nouveaux aussi, je veux dire, chaque trimestre, on a un nouvel ingénieur stabilité à qui on montre un petit peu comment ça fonctionne et qui ne voit pas tellement de complexité. Même chose, les blocs ont aussi parcouru un long voyage, on va dire, pour pouvoir arriver aux normes environnementales. De nouveau, point de vue santé, mais surtout pour point de vue BEPD, qui était très très long pour pouvoir arriver à démontrer en fait que ce bloc a un bilan carbone très bas, même si ça paraissait peut-être très logique pour beaucoup de monde, mais il fallait le déclarer. Et donc là, on est fiers de finalement y être arrivé et d'être très 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 bientôt introduit dans Totem. Merci Nicolas. Donc, avant de passer aux questions-réponses, je propose à Andreas de rallumer son micro pour les éléments de clôture des échanges sur les enjeux de la filière et aussi les différentes références utiles pour les participants. Amélie, Christophe, Nicolas, n'hésitez pas à compléter Andreas. À toi. Oui, d'accord. Ben voilà, donc je voulais un peu
faire le bilan des enjeux. Le premier, c'est qu'on utilise, si on veut avoir un impact réel, il faut faire beaucoup de terre crue qui remplacent le ciment, la chaux, le plâtre, etc. En tant que liant, donc c'est l'argile qui est réversible, effectivement, c'est son inconvénient, c'est aussi son avantage parce que réutilisable, recyclable enfin voilà, de façon infinie. Il n'y a pas d'autres liants comme ça. Tous les autres liants, faut les transformer. Même la cellulose ou autre, il y a une transformation à faire. Bon, ça, il suffit de faire pourrir de la paille, ça fait de la cellulose, mais quand même. Voilà. Donc, la deuxième chose, je pense que effectivement, c'est de garder, de ne pas mettre la barre trop haut. C'est-à-dire que, voilà, vous avez vu pas mal de chantiers avec des cloisons. Commençons déjà, même avant les cloisons, les enduits à l'argile, les enduits terre, c'est quelque chose de très facile à utiliser et il n'y a pas forcément toujours besoin de faire des gros murs empilés qui finalement n'aboutissent pas. On a un peu ce problème-là. Donc voilà, des cas d'application simples et éprouvés. En intérieur, ce qui est beaucoup plus logique pour ce matériau en termes de régulation de l'hygrométrie et d'inertie thermique. Euh, le bois peut très bien être l'élément porteur vertical. La Terre peut le faire, c'est très bien s'il le fait, mais c'est un peu la même chose que ce qui a été dit au niveau justement de ce que Amélie a montré, c'est-à-dire qu'une fabrication avec les élèves, les parents d'élèves, les gens autour, c'est super, mais c'est compliqué et ça n'apporte pas forcément de suite derrière. Parce que, bah oui, là, les tables, elles ont toutes été rendues. La cour de l'école où les briques ont été fabriquées, bah, elle est accessible qu'en juillet-août. Je ne suis pas sûr si pour un prochain chantier, ça va l'être. Attention, je ne critique pas du tout la démarche, hein, c'est très très bien, mais je pense qu'effectivement, qu'il y a quelque chose entre les deux, et c'est que à la fin, euh, utiliser le bon matériau au bon endroit, ça c'est vraiment important. Vous avez entendu, hein, BTP, le nouveau BTP, bois terre paille, euh, chacun a son rôle à jouer et ça fonctionne très très bien. Donc les filières locales, oui, et puis si c'est des terres de récupération, c'est très bien, mais on a très souvent des carrières qui exploitent du sable ou du gravier et qui ont des couches argileuses au-dessus qui mettent de côté. C'est déjà des terres qu'on bouge, mais qui peuvent peut-être plus facilement être exploitées. Voilà, donc voilà, j'ai peut-être pas été tout à fait. Oui, voilà. Mais moi, je propose que justement les autres interviennent aussi à ce stade. Je sais pas, vos réactions, non? Amélie, Après, un complément? on a des questions aussi Ouais. dans le chat, donc je peux peut-être Peut-être. les adresser. Merci à Chris qui a déjà géré une partie des réponses en direct. Non, Euh, attends, excuse-moi, Ah, parce que excuse-moi, il y avait encore une slide. Pardon, vas-y. on m'avait Il y demandé avait donc ces deux Amélie diapos que qui... moi j'ai fait les textes et que on voulait que les autres intervenants rajoutent ou fassent des compléments. Voilà. Excuse-moi, hein. Moi, Amélie, je je pense que viens tu avais un ajout. ouais, je veux bien compléter. On ne me voit plus, ça y est, j'ai redisparu. Euh, je sais pas, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit et je pense qu'effectivement, il faut arriver à, à massifier les projets sans aller trop loin. Parce qu'en fait, enfin, sans aller trop loin, il faut aller le plus loin possible, mais il y a aussi un côté raisonnable qui fait que ça fonctionne sur les projets. Moi, tous les projets qu'on fait, on commence par quelques murs et après, il y a une acculturation d'une part et on essaie d'en faire un peu plus la fois d'après.
en tout cas, c'est une montée en puissance d'expériences différentes et qu'il faut faire valoir auprès du grand public, mais aussi comment dire, des partenaires, les maîtres d'ouvrage, mais aussi des partenaires financiers, et puis montrer aussi ce que ça apporte. Donc, il y a vraiment pour moi un enjeu de pédagogie et que tout le monde soit aussi autour de la table et partage un maximum. C'est pour ça que je me suis rendue disponible pour ce webinaire, mais qui partage aussi ces différentes expériences et ces retours d'expérience pour que ça serve à tous au maximum. Moi, j'ai aussi identifié un enjeu qui est le nombre d'entreprises qui sont capables de répondre à ces chantiers. On a malheureusement, notamment dans les Hauts-de-France, aujourd'hui des appels d'offres, on a des lots terre crue qui sont pourtant pas délirants en termes de taille, qui ne sont pas pourvus. Et donc, ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui d'avoir les bonnes entreprises en face qui répondent et qui ont les connaissances et le savoir-faire, quoi. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Du côté des architectes, il y a une vraie volonté aujourd'hui de construire en terre, mais il faut aussi avoir le répondant à la fois côté fournisseur, mais aussi mise en œuvre sur chantier. C'est intéressant comme discussion, hein. Mais donc ici à Bruxelles, moi je vois en Belgique, c'est clair qu'on a encore toujours un côté pionnier. Maintenant, je trouve que c'est en train de changer. Et donc, quand je disais effectivement les projets publics, enfin, alors en France, c'est pas récent, donc, mais j'ai l'impression, ben, en Belgique, il y a quand même pas mal d'entreprises qui s'intéressent à ces modes constructifs. Voilà, moi, depuis que je travaille, j'ai l'impression que ben, Andreas fait vraiment partie des pionniers. Moi, j'ai l'impression que notre génération, c'est déjà plus dans les us et coutumes, et c'est pas complètement un truc allez, enfin, dont le sens devrait être questionné. Et je vois les jeunes qui nous suivent aussi. Moi, je vois, il y a pas mal de jeunes qui sont demandeurs. Les écoles aussi, je veux dire, abordent de plus en plus les modes constructifs. Amélie, toi, tu enseignes, si j'ai bien compris, les modes constructifs biosourcés, géosourcés. Donc, personnellement, moi, je sens une vraie modification. Et- Alors, ça prend du temps. C'est clair que nous, dans nos projets, on voit qu'on a des problèmes, qu'on doit les résoudre. Euh, voilà, que les choses se font progressivement, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en route. Et Andreas, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans les premiers projets que tu as dû faire, c'était encore plus compliqué. J'ai l'impression que maintenant, les choses sont quand même fortement ouvertes et que bah, il y a de plus en plus aussi la conscience d'un enjeu collectif sur nos pratiques et sur la manière de construire. On a un monde dont les ressources sont limitées, on le sait, on l'entend, et puis tous, on prend notre décision par rapport à ça. En tout cas, nous, en tant que bureau d'études et architectes, nous estimons que on peut pas en fait avancer dans le monde de la construction en mettant ça de côté. Ça n'a pas de sens. Ouais. Moi, je Voilà, donc rajouterais peut-être par rapport à la question des entreprises, les trois quarts du temps, je travaille avec des entreprises classiques, soit des gens, ben, pour les briques, ben, des gens qui savent poser des briques cuites, ils sauront poser des briques crues s'ils sont bien accompagnés. Et ça pose pas, je sais pas moi, les premiers, quand j'ai commencé à faire des enduits en terre, plafonnage, excusez-moi les amis belges, plafonnage en terre ou en argile. Euh, j'ai travaillé avec des façadiers, avec des plâtriers, des gens qui savent poser des enduits et ça a ouvert des portes, quoi. Et aujourd'hui, je vois que bah, voilà, sur les 7 projets que j'ai montrés, il y a peut-être 2 qui ont été faits avec des entreprises spécialisées terre. Voilà. Les autres, c'était voilà, des maçons, on va dire, entre guillemets, classiques. mais, Et voilà, ça fonctionne. mais comme tu dis, je pense qu'il y a aussi de l'intérêt
des entreprises. Et moi, je vois aussi, comme tu dis, des plafonneurs qui ont eu l'habitude de travailler au plâtre et en fait qui font un passage à l'argile qui fonctionne bien. Alors, il doit à un moment y avoir un écolage parce que effectivement, dans les phases, le fait de faire une finition correcte, d'avoir un enduit qui se tient et qui soit pas friable, Mhm. mais en fait, ce sont des éléments qui s'apprennent vite. C'est un transfert de connaissances. Alors moi, pour toutes les personnes qui écoutent, ce que je remarque aussi, c'est que, en tout cas, mon sentiment, c'est que dans le biosourcé et le géosourcé, il y a une volonté de diffusion des connaissances. Je pense que c'est pour ça que nous sommes là. Je pense que c'est assez général. En tout cas, moi, dans mon parcours personnel, c'est ce que j'ai trouvé. Et en fait, il y a plein de ressources. On vous en cite quelques-unes. Maintenant, vraiment, comme je mettais par rapport à la question d'une des personnes dans la question, mais comment on fait pour prescrire je disais, par exemple, nous, on a fait un cahier des charges. À la base, dans le CCTB 2022, il n'y avait pas d'enduit, pas de paille, très peu de matériaux biosourcés. Euh, donc, on a dû faire nos articles. Alors, nous nous sommes inspirés sur les règles de bonne pratique du RFCP. Il y a eu une transcription de ces règles en Belgique. Et en fait, petit à petit, les éléments sont là. Et par exemple, notre cahier des charges a été publié sur le bulletin des adjudications public procurement. Donc, il a été rendu public. Alors, nous, ces documents sont publics. Moi, personnellement, je vois aucun inconvénient à ce que d'autres personnes s'en inspirent, et tant mieux. Après, effectivement, il y a une autre question qui est la question des responsabilités. Nous ne prendrons pas des responsabilités sur l'utilisation de notre cahier des charges dans un chantier qui n'est pas à nous, mais je pense qu'il y a une vraie volonté de distribuer les connaissances. Et moi, j'ai trouvé ça sur tout mon parcours depuis que je touche à ces matériaux, depuis mon intérêt sur ces matériaux. Je vois que chez les jeunes, il y a de plus en plus de travaux d'études, de jeunes qui font leur mémoire ou qui font des recherches sur toutes ces questions-là. Et je pense que c'est très riche pour, en tout cas moi en tant qu'architecte, c'est très riche pour la production parce que ça nous oblige à renouveler nos pratiques, à trouver des nouvelles solutions, faire des nouvelles propositions. Et donc ça influence réellement l'architecture. Et donc ça, c'est assez chouette parce que ça nous permet de ne pas exercer notre métier, comment dire, de manière neutre et non engagée et toujours de la même façon. En fait, chaque projet est un nouveau projet et à chaque fois, en fait, il y a des nouveaux champs à investiguer. Et donc, je trouve que c'est assez dynamique. Et ça, c'est assez chouette dans le monde professionnel. Merci à tous. Donc, Florie, je propose qu'on passe. On a un peu débordé aux questions-réponses. On a quelques questions et merci Chris pour avoir répondu à certaines. Un retour sur le fait qu'il y a quelques années, un architecte à Bruxelles avait proposé un projet d'école très tellurique. Ça n'a pas du tout paru intéressant au pouvoir organisateur et que si à l'époque on avait eu les photos d'Amélie Fontaine, ça aurait peut-être aidé. Enfin, c'est juste un commentaire. Et on peut enchaîner sur une question pour Amélie. Quelle était la nature du coup du mortier entre les blocs de terre crue ? Le mortier entre les blocs, c'est que du mortier de terre, donc de l'argile avec du sable, et c'est tout. Et de l'eau, évidemment, mais aucun autre adjuvant. D'accord. Il y a également une question pour encore toi, Amélie et Andreas. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire une analyse de cycle de vie de l'un ou l'autre projet ? Et si oui, cela peut intéresser la Sophie qui pose la question mais qui a dû quitter pour en savoir plus sur les résultats. Pas vraiment. Alors, vas-y, Andrea, si tu veux commencer. Non, mais en fait, il y a donc dans le système français, il y a quelques, quelques, pro- quelques techniques de terre qui sont qui ont été analysées plus ou moins sérieusement au niveau de l'analyse de cycle de vie. Par contre, j'ai jamais fait d'analyse de cycle de vie d'un projet complet. Ok. Ouais, alors, moi, ce que j'ai déjà fait, c'est des bilans carbone plutôt que des analyses de cycle de vie. Oui. Enfin, voilà, ça se marche un peu sur les pieds. Et ce qu'on constatait, c'est que, bon, après, moi, je penserais qu'en bois terre-paille. Donc,
Donc, on a déjà des bilans carbone qui sont très, très bons. Ce qu'on constate régulièrement, c'est que ce n'est pas forcément les bâtiments qui sont problématiques dans les bilans carbone, c'est plutôt tout ce qui est aux alentours. Moi, j'ai travaillé pas mal sur des écoles et les cours de récréation, le bilan carbone d'une cour de récréation, c'est absolument dramatique et c'est bien plus compliqué à gérer que un bâtiment qui est en boîte à paille, quoi. Donc ça, c'était un peu un retour d'expérience sur les premiers plus CMA qu'on a fait. Après, moi, je ne suis pas fan de toutes ces analyses. J'essaie dans les projets, alors j'ai la chance d'être en milieu rural et ça aide beaucoup, mais de faire réfléchir les gens au bon sens. Et quand on leur explique que le mur de terre de l'école de Gobny, le jour où on démonte, ça retourne au sol, la meilleure des analyses, c'est celle que tout le monde peut faire, en fait. Et moins c'est transformé, plus c'est intéressant. Ouais, moi, je suis un peu pareil, c'est-à-dire que ça m'intéresse pas tellement. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, je vais revenir sur les enduits, sur les plafonnages. Ben, est-ce que ça sert à quelque chose de cuire des matériaux pour des enduits à l'intérieur d'un bâtiment? Ben, moi, je trouve que non. Voilà. Donc, ben, pour moi, si j'ai le choix, je ne vais pas utiliser du plâtre, je ne vais pas utiliser de la chaux ou du ciment à l'intérieur parce que je ne vois pas l'avantage et je ne vois que des avantages à utiliser des matériaux à base d'argile. C'est plutôt cette logique-là qu'il faudrait avoir, c'est de faire à chaque fois qu'on a quelque chose à faire, de voir comment on peut faire avec le moins d'impact possible. Et je reviens aussi sur peut-être sur un dernier élément. Dans les bâtiments, on peut faire du super boulot. Ces derniers temps, je pense que un des plus gros impacts, c'est les fondations. Et que là, il y a peut-être un travail à faire. Bon, c'est pas avec de l'argile justement, parce que l'argile, ça résiste pas à l'eau. Mais il y a un vrai travail à faire avec du béton cyclopéen, des radiers plutôt que des fondations, etc. Mais voilà. Si on parle de ça, je pense que là, il faut avoir une vraie réflexion. Et je pense que je veux bien rebondir là-dessus parce que ça fait 15 ans que j'ai mon entreprise et mon bureau. Et en 15 ans, on voit moi, j'ai vu une évolution sur les rapports de sol dans le même territoire où il y a 15 ans, on arrivait à faire des systèmes de fondation encore, entre guillemets, simples. Avec le réchauffement climatique et notamment les retraits-gonflements d'argile, hein, en fait, aujourd'hui, la majorité des projets sont sur des systèmes de fondation complexes et très, très coûteux. Et donc, je pense qu'on a des vrais sujets à l'avenir qui vont arriver sur les questions de fondation. En tout cas, Tout à fait. je pense que les géotechniciens, c'est ceinture, bretelles et parachute pour gérer les projets et que le budget qu'on met dans les fondations, certes, il est sans doute nécessaire, j'imagine. En tout cas, dans tous les projets, c'est défendu comme ça. Mais c'est ce budget-là qu'on ne met pas ailleurs et qui part ailleurs qui ne va pas dans la terre crue, quoi. Donc, c'est c'est juste un élément de réflexion sur ce qui se passe actuellement dans la construction et notamment comme tu as lancé ce sujet fondation, qui est un grand sujet. C'est pas notre sujet pour aujourd'hui, mais bon, voilà. Mais tout Alors, à fait. j'ai quelqu'un, le propre, le nom, qui lève la main. J'ai activé le micro, je ne sais pas si ça fonctionne. Sinon, posez la question dans le chat. Vous pouvez peut-être essayer d'adresser votre question. Faut allumer votre micro, par Ouais, le contre. micro, je l'ai activé, Mais mais lui, vous pouvez peut-être monsieur ou madame le l'activer. propre n'a pas. Ah, Ah, voilà, ça y est. Ça Ah, marche super. peut-être. Voilà. Super, merci. Vous parliez des fondations et en crapahutant, j'ai trouvé, enfin, et en réfléchissant, chez nous, on a fait une fondation avec un hérisson, donc de la caillasse et des cailloux, et puis donc du chaux-chanvre, et puis on a fait une structure avec des chevrons qu'on a remplis de chaux-chanvre et on a terminé avec du chaux-sable ou on a fait en fait aussi du chaux-chanvre avec directement des planches qui sont clouées dessus. Donc, j'appelle ça un plancher à fresca, donc des simples voliges. Bon, je dis ça très très vite et ça fonctionne bien. Voilà. Sur un niveau, je suppose. Donc, au rez-de-chaussée, donc au niveau Oui. des fondations. Voilà, c'est juste pour partager ce qu'on a fait. Maintenant, ça fait quelques années, j'en ai raté quelques-uns, mais maintenant, ça fait quelques années qu'on fait ça et
ceux chez qui on a fait ça, ils sont contents. Ça fonctionne bien. Voilà. Oui, on a aussi, nous, utilisé Chaud-Chanvre. On évite aussi, effectivement, les dalles de sol. Mm. Il y a un projet où on a fait Chaud-Chanvre au sol, donc sur un lit de sable, qui marche très bien. Et alors, on a un projet d'école aussi, où là, on a utilisé, nous, du liège expansé au sol. Par contre, pour les fondations des murs, Oui, c'est là, peut-être si un peu vous avez plusieurs niveaux, Ouais. voilà, là, on a besoin d'un pied de gel. Et là, enfin, nous, on n'a jamais osé ne pas avoir à un moment une semelle de fondation. Oui, c'est ça. Ah, voilà, je voulais juste Maintenant, après, il y a toujours une difficulté, c'est ce que je dis entre. Allez, je sais que par exemple, il y a des autoconstructeurs qui ont fait des systèmes avec des pneus remplis de gravier. Maintenant, il y a toujours une difficulté entre l'autoconstructeur qui construit pour lui-même et qui prend ses responsabilités entièrement et les bureaux d'études à un Bien sûr. moment. Donc, nous, professionnels, qui devons prescrire pour d'autres personnes avec en fait des responsabilités que nous prenons pour ces autres personnes. Et là, effectivement, je sens qu'il y a un gap. De notre côté, par exemple, nous nous intéressons à la paille porteuse. La Fédération de la paille en France avance dans cette direction pour à un moment pouvoir éditer des règles de bonne pratique. Mais en Belgique, clairement, la question est à partir de quand on accepte de prescrire ça pour quelqu'un d'autre avec toutes les responsabilités que ça Oui, c'est implique. ça. Je pense que c'est pas évident, mais ce sont des bonnes questions. Et c'est en se posant des questions comme ça qu'on fait à un moment des nouvelles propositions. Nous, on a déjà vu des systèmes de fondation sur pieux en bois. Maintenant, ça ne marche que quand les pieux en bois sont complètement immergés. Et donc là, on a eu le cas pour un petit pont de pieux en bois foncé dans le sol. Mais il y a quand même une semelle en béton qui vient dessus pour assurer, donner les culées à l'ouvrage. Mais je pense qu'il y a des possibilités. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours cette question de responsabilité. Mais je suis intéressé par votre projet. Je suis en Belgique, si vous voulez venir voir. Je vous laisse peut-être l'indiquer dans le chat pour qu'on tienne un peu le délai. On a déjà un peu débordé quand même sur la durée du webinaire. Je vais passer la main à Judith pour qu'elle nous fasse la synthèse de sa synthèse. Voilà. Judith, c'est à toi. Je vais te mettre en grand. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je vais passer en revue rapidement les quelques notes que j'ai prises en écoutant nos différents intervenants. Donc d'abord, merci de nous avoir présenté ces 7 projets. Donc c'était très riche et j'ai retenu quelques petits conseils. Donc par exemple, la sécurité incendie finalement qui semble assurée, mais finalement le fait de pas disposer de données officielles. Vous, dans le projet que vous présentiez, vous aviez mentionné que des sorties avaient été prévues. On vous parliez de problèmes d'élancement. Et alors, par exemple, il y avait, en utilisant des géogrilles, ça pouvait résoudre en partie ce problème. Il y a déjà des tests incendie. Hein, oui, c'est en cours. Il y a des non, choses c'est pas. Enfin, je veux dire, nous, on a un REI 180 sur les blocs de terre compressés, donc je pense que. Alors, et donc peut-être que ça répond aussi intéressant. alors à une des réflexions qui avaient été faites ensuite, c'était utiliser des briques crues déjà testées qui ont des normes. Ça peut permettre de résoudre certains problèmes et ou d'utiliser des renforts. Parmi les autres éléments que vous aviez cités, des freins à dépasser ou non dépasser, c'était les appréhensions, en l'occurrence ici de l'investisseur. Vous parliez aussi de veiller à l'étanchéité, on l'a entendu à d'autres reprises. Vous mettiez en garde aussi par rapport à faire du porteur en hiver, que ça peut provoquer des risques d'infiltration. Après, c'est pas du tout exhaustif et si jamais il y a des erreurs qui se glissent, n'hésitez pas effectivement à me le mentionner. Je passe alors à la présentation d'Amélie qui nous parlait du projet d'école de Gomeny.
Donc une école avec une construction avec une approche bioclimatique, une réflexion poussée sur la ventilation, avec la mise en place d'une enveloppe performante. Donc parmi les éléments qui ont été cités, ben voilà que la terre crue permet un bon confort d'été. On l'a entendu à d'autres reprises. Et donc, vous citiez aussi la possibilité de montrer le matériau aux personnes qui sont impliquées dans le projet afin qu'elles puissent visuellement voir ce que représente l'épaisseur et l'importance de ces matériaux. Le fait de valoriser des terres locales, vous disiez que vous étiez dans une région où l'argile était de bonne qualité, mais qu'il fallait tout de même creuser assez profondément. Vous avez fait appel à la collectivité et aux volontaires pour ce chantier et le fait d'avoir utilisé des tables, bah, ça a permis aussi la participation de personnes plus âgées. Puis vous évoquiez les risques sismiques. Donc, une des réponses à cela, c'était de limiter la hauteur des murs. Et vous nous expliquiez que votre choix s'était porté sur les adobes en argile paille, sans sable. Voilà. Je vais très vite, mais voilà, vous aurez toute l'occasion de regarder ça à votre aise et puis de me transmettre vos remarques si vous en avez. Ici, je passe au projet de l'école des pagodes. Donc, le bureau en question nous expliquait qu'il y avait vraiment une ambition circulaire de manière plus générale dans les projets qu'ils suivent et donc qui peut se traduire par le réemploi. Donc, parmi les points d'attention qui nous avaient été cités, c'était vraiment, et surtout par exemple en Belgique et dans les Hauts-de-France, de faire attention à tout ce qui est intempéries et que ça se prépare dès la coupe au champ. D'autres solutions, c'était d'emballer les enduits, d'avoir recours à des caissons préassemblés en atelier ou bien de sécher en atelier. L'idée étant d'aller vite une fois qu'on est sur le chantier. D'autres remarques, c'était de faire attention aux fissures qui sont autant d'entrées d'humidité. Et donc, voilà, c'est ça, le soin en connexion, à l'étanchéité. D'anticiper les problèmes. On en revient, par exemple, à la justification des performances incendie, de pouvoir se baser sur de l'existant. Par rapport à ça, vous expliquez aussi que vous avez pu vous appuyer sur une étude existante à Propay qui avait été acceptée par les bureaux de contrôle. Et vous avez ensuite partagé pas mal c'est ça, d'avantages liés à l'enduit, argile, mais aussi à ces différents enchaînements de couches qui permettent une perspirance. Donc, vous expliquiez que ouais, la perspirance, ça permet en partie d'évacuer l'humidité intérieure et qu'il y a ce trajet qui est plutôt effectué vers l'extérieur de l'humidité. Vous disiez aussi que les enduits terre permettaient une régulation hygrométrique et qu'alors le mur peut jouer un rôle régulateur. Et donc là, on le répète, mais donc vraiment, ça, c'est cette terre crue, que ce soit en enduit ou en maçonnerie, elle permet un confort d'été et que ça devient vraiment un réel enjeu. Et puis alors, je vais passer à la dernière présentation qui était de BC Materials, qui nous présentait ses produits et sa philosophie. L'idée aussi ici, c'est de privilégier la production circulaire, notamment en utilisant des terres d'excavation, minimum 60%. Et donc les produits qu'il propose, c'est les enduits et peintures à l'argile, les maçonneries de terre crue, par exemple des briques compressées et des briques moulées, et du pisé.
Et on entendait que, ben oui, ces maçonneries, elles fonctionnent, elles peuvent être porteuses, elles ont de bonnes résistances au feu et au son. Donc, vous expliquez que lorsque vous parlez de circularité, on parle de circularité d'origine. Donc, par exemple, ça peut être des terres d'excavation et que c'est aussi circulaire en destination. Ça peut retourner facilement à la terre par la suite. Les produits qui ont été présentés ne comportent pas de composés organiques volatiles, ont des super scores au niveau bilan carbone, donc ils répondent aux normes environnementales. Ils répondent à des normes allemandes, françaises. Voilà, je pense que j'en ai loupé. Et au niveau des normes de calcul, c'est OK aussi. Et puis, rapidement, pour terminer, je vais repasser, on vient de les citer, mais voilà, comme ça, on enfonce le clou. Sur les quelques grands enjeux dont vous parliez, qu'il y avait le fait de vraiment de parcourir ce chemin qui est de remplacer les matériaux cuits par les matériaux crus, de viser des projets réalisables et qu'on peut commencer petit, par exemple avec des enduits. Le fait de vraiment valoriser les filières locales, de faire de la pédagogie pour amplifier l'usage, de rester dans des cas d'application simples et éprouvés, ce qui répond aussi au fait de viser des projets réalisables et d'utiliser le bon matériau au bon endroit. Voilà pour moi. Merci. Alors l'idée c'est que les intervenants, si vous trouvez, enfin vous pensez à des éléments qui apparaissent pas dans la synthèse graphique de Judith ou des compléments, des précisions que vous voulez faire, c'est le moment. Je pense que c'est C'est super, C'est le merci moment, beaucoup. mais après, vous avez toujours la possibilité de me les communiquer par la suite à la relecture ou c'est possible. Oh, merci beaucoup. Merci, c'est superbe comme travail. On fait, Merci Ouais. beaucoup. Donc on le redit, vous pourrez retrouver le replay du webinaire à partir de la semaine prochaine sur le site renversé.eu et n'hésitez pas aussi à suivre les réseaux sociaux du projet Renversé parce qu'il y aura encore pas mal d'initiatives pour les 3 dernières années sur ces questions de réemploi, rénovation efficiente, matériaux bio et géosourcés. Je remercie une nouvelle fois les intervenants pour leur disponibilité ce soir, l'intérêt de leur présentation, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Merci. Oui, Au bonne revoir. soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir.